Au titre de ce journal, guerre en Ukraine, les troupes ukrainiennes continuent de progresser vers les autres localités du Donbass. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump assigne la CNN en justice. Au Burkina Faso, des émissaires de la CEDEAO sont arrivés ce mardi 4 octobre à Ouagadougou. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Standing ovation nourri au sein de l'hémicycle ce mardi 4 octobre pour l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadim Omelchenko, en guise de soutien à Kiev, engagé dans une vaste offensive de libération de l'est de son territoire de l'occupation russe. Les parlementaires ont ainsi tenu à marquer leur solidarité envers le peuple ukrainien agressé. Je voudrais saluer Monsieur Vadim Omelchenko qui est présent ici et qui est ambassadeur d'Ukraine en France. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, ces applaudissements montrent que la représentation nationale que nous sommes assure au peuple ukrainien que vous représentez son entière solidarité, son entière mobilisation à vos côtés et aux côtés des Ukrainiens. Merci beaucoup. Et toujours en France, Emmanuel Macron n'a pas réagi suite à la mise en examen du secrétaire général de l'Élysée, Alexei Kohler, et du procès à venir de Dupond-Moretti. Est-ce que vous allez démissionner ? Ça n'est pas à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Merci. La réponse est claire, Éric Dupond-Moretti n'entend pas quitter son poste. Lundi, la Cour de justice de la République a ordonné le renvoi en procès du garde des Sceaux pour prise illégale d'intérêt. Une première pour un ministre de la Justice en exercice. Éric Dupond-Moretti accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il était en conflit lorsqu'il était avocat. La décision devra attendre, le ministre de la Justice s'est pourvu en cassation. En attendant, il conserve la confiance de la Première ministre. Cette affaire, c'est en tout cas une mauvaise nouvelle de plus pour Emmanuel Macron, car ce lundi, c'est l'un de ses plus proches lieutenants, Alexis Kohler, qui était mis en examen, là aussi, pour prise illégale d'intérêt. Au cœur des investigations, les liens familiaux entre le numéro 2 de l'Élysée et l'armateur italo-suisse MSC. Ce dernier est l'un des principaux clients des chantiers navals de Saint-Nazaire. Ce mardi, les oppositions de droite comme de gauche réclamaient la démission d'Alexis Kohler et pointaient du doigt les revirements d'Emmanuel Macron sur la gestion de ses ministres visés par des mises en examen. Un tour en Amérique, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a attaqué lundi en justice la chaîne CNN en l'accusant de le diffamer auprès de ses téléspectateurs et dans le but de le nuire politiquement. Le milliardaire républicain a par ailleurs affirmé qu'il allait porter plainte contre un grand nombre d'autres médias dans les semaines et mois à venir. Guerre en Ukraine, après la libération de Liman, les troupes ukrainiennes continuent de progresser vers les autres localités du Donbass, encore tenues par les Russes. Face à eux, l'armée russe continue de reculer sur la plupart des lignes de front, y compris dans le sud à Kherson. Reportage. Dans les décombres d'un immeuble, l'armée ukrainienne filme l'un de ses soldats monté jusqu'au toit pour faire flotter de nouveau le drapeau jaune et bleu au-dessus du village de Myrolyubivka. Un village situé à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Kherson. Les forces russes, à l'ouest du fleuve Dniepr, auraient également perdu le village de Doutchany, même si elles affirment avoir stoppé l'offensive ennemie. Mais les troupes de Kiev continuent bel et bien de gagner du terrain sur le front sud, dans cette province toujours contrôlée à 90% par les Russes qui viennent de l'annexer. Mais c'est surtout sur le front est que la contre-offensive ukrainienne est actuellement la plus efficace. Au total, plus de 450 localités ont été reprises dans la seule région de Kharkiv, libérées grâce à l'opération de défense qui a débuté en septembre et qui se poursuit. Elle se poursuit notamment dans les provinces de Donetsk et de Louhansk. Après la reprise ce week-end de la ville stratégique de Liman, les troupes ukrainiennes tentent de percer en direction de Severodonetsk et Lysychansk, tandis qu'une partie du contingent russe s'est repliée vers Svatové. Et autour de Liman, c'est la police ukrainienne qui a pris le relais de l'armée, cherchant notamment des traces d'exactions russes.
Ici, elle diffuse des images de ce qu'elle présente comme des cellules de détention et de torture. Mobilisation partielle et en Russie, la résistance s'organise, un mouvement politique proche de l'opposant Alexei Navalny, et se dresse contre la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. C'est par une déclaration publiée sur YouTube que le mouvement politique d'Alexei Navalny renaît de ses cendres. Il y a plus d'un an, l'organisation était qualifiée d'extrémiste par la justice russe et interdite. Dans cette vidéo, les alliés du militant d'opposition annoncent qu'ils comptent créer un vaste réseau national pour éviter de nouveaux décès dans la guerre en Ukraine. La relance de ce mouvement antigouvernemental intervient sur fond de mécontentement grandissant d'une partie de la population face à la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. Une colère sur laquelle les fidèles de Navalny comptent bien capitaliser. Devenez les membres de notre siège. Non à la guerre. Non à la mobilisation. Liberté pour Alexei Navalny. Le communiqué sollicite l'aide d'artistes, d'avocats, de hackers ou simplement de personnes volontaires pour imprimer et distribuer des tracts. Il appelle aussi une nouvelle fois à la libération d'Alexei Navalny. Incarcéré depuis janvier 2021, Navalny purge une peine de 11 ans de prison. En Slovénie, le Parlement a autorisé le mariage des couples de même sexe hier 4 octobre 2022. À présent en Afrique, au Burkina Faso, comme prévu, des émissaires de la CEDEAO sont arrivés ce mardi 4 octobre à Ouagadougou. 72 heures après le putsch du 1er octobre, la mission est venue discuter avec les nouvelles autorités et sur le respect du chronogramme de transition fixé avec l'ancien régime. Suivons ce reportage. La CEDEAO n'a pu finalement effectuer qu'une escale à Ouagadougou. La mission de l'organisation ouest-africaine conduite par l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, n'a pas quitté l'aéroport. En parallèle, dans la capitale burkinabé, plusieurs dizaines de manifestants s'étaient rassemblés pour crier « Gloire à Moscou » et scander des slogans hostiles à la CEDEAO et à la France. Nos envoyés spéciaux s'y sont rendus. Retour sur cette journée avec Ange Nomagnou. La CEDEAO voulait garder contact avec la junte militaire et s'assurer de la poursuite de sa mission au Burkina Faso. Ce n'était pas chose facile puisque toute la ville était remplie de manifestants campés devant la présidence et à plusieurs endroits de la ville. Ces manifestants ne voulaient pas que la CEDEAO entre dans le pays. Ils reprochaient à l'institution sous-régionale de ne pas agir quand il le faut. La CEDEAO n'est plus la CEDEAO des peuples, des populations. C'est devenu la CEDEAO des présidents. Alors, nous ne voulons pas que la CEDEAO dérange le capitaine et ses hommes. La rencontre entre la CEDEAO et la junte a finalement eu lieu à l'aéroport. L'institution sous-régionale a dépêché cette mission pour entrer en contact avec la junte. Il s'agit de poursuivre sa mission au sein du pays, à savoir la reconquête des territoires sous influence djihadiste, la résolution de la crise humanitaire et le retour à l'ordre constitutionnel. Le pays était, je dirais, au bord du gouffre. Et le moindre dérapage aurait précipité. Un accord avait été trouvé entre l'ancien régime et la CEDEAO, accord qui limite la durée de la transition à 2 ans. Reste à savoir si le nouveau pouvoir va suivre à la lettre cet accord. En Côte d'Ivoire, le Forum international sur l'Afrique a réuni le 3 octobre à Abidjan plusieurs personnalités de haut niveau de l'Afrique avec pour thème « L'Afrique face aux mutations géostratégiques ». Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria, Akima El Haït, présidente de l'Internationale libérale, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale et l'ex-chef d'État nigérien Olusegun Obasanjo en visioconférence. Ces personnalités débattent sur le développement de l'Afrique et la place du continent dans la gouvernance mondiale. Ce panel est l'une des articulations du Forum international Leadership et Prospective initié par le Centre d'études et Prospective. Le CEP a pour modèle et inspirateur le président Alassane Ouattara. Le Centre d'études prospectives promeut les études prospectives comme outil essentiel pour la prise de décision en matière de politique de développement en Afrique.
Notre continent est confronté aux défis de développement comme tous les autres continents d'ailleurs. Il doit se développer en tenant compte du contexte géopolitique mondial actuel et futur. Pour ce faire, les pays africains doivent pouvoir mettre en place, au regard des grandes mutations du monde, des géostratégies qui positionnent l'Afrique comme un acteur clé de la marche et du devenir du monde. L'Afrique face aux mutations géostratégiques, thème central du forum. Le président de l'Assemblée nationale, après avoir transmis ses encouragements aux initiateurs, partage sa vision sur le rayonnement de l'Afrique. L'Afrique doit sortir des secousses institutionnelles pour s'installer définitivement dans la marche du développement par un enracinement fort de nos jeunes démocraties. En complément à ces initiatives, nous avons toujours soutenu l'idée d'évaluer la mise en place d'une zone de libre-échange de l'Afrique en vue de booster l'intégration, assurer le développement et le bonheur de nos peuples. Plusieurs membres du gouvernement présents à cette rencontre internationale, représentant le vice-président de la République, Tiemoko Meilet Kone, la ministre d'État, Kandia Kamara, exprime le soutien de l'État. Le Forum international sur le leadership et la prospective crée un cadre favorable à l'implication de toutes les expertises africaines et internationales afin d'être une force de proposition, d'orientation politique majeure et de stratégie pour les décideurs politiques en Afrique. Pour sa part, la Côte d'Ivoire compte s'inspirer de ce qui sera dit ici dans le cadre de sa matrice opérationnelle pour la politique nationale et étrangère. Je voudrais vous dire que son Excellence, Monsieur le Vice-président, voit donc dans ce forum l'affirmation de notre volonté à agir en tant qu'acteur clé dans la construction architecturale des politiques internationales. Le Centre d'études prospectives regroupe de hauts fonctionnaires, des universités et des membres de la société civile. Il intervient dans divers secteurs, notamment la bonne gouvernance, les relations internationales et l'industrialisation. Et pour finir en sport, les JO de Tokyo, le rideau s'est refermé sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Le dimanche dernier, après 16 jours d'intenses compétitions, une cérémonie de passation de flambeau a eu lieu à Trocadéro, au Japon, entre Tokyo et Paris. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure en compagnie de Hadji Raymond. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur A12, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs.